L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Ouais, parce que c'est important de regarder aussi ce qui se passe près de chez nous. Télé Grenoble vous donne la parole tous les jours du lundi au vendredi à 19h15, 20h15 et 23h15. Aujourd'hui, avec nos invités, on va parler d'un festival qui nous emmène à l'aventure, d'un voyage en terre inconnue et de la première télévision locale grenobloise qui a sévi sur les ondes bien avant Télé Grenoble. Et pour parler de ces sujets, je reçois Odile Darmostoup. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la directrice du festival Les Défis de l'Aventure. À côté de vous, Christian Gaume, réalisateur de documentaires. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du jury de ce festival. Vous réalisez également l'émission Rendez-vous en terre inconnue, animée par Frédéric Lopez. En face de vous, Céline Bresson, directrice de la Maison de l'Image de Grenoble. Bonjour. Et puis Michel Lelier, un des pionniers de la télé locale en France. Bonjour, je suis très content de vous accueillir, nous, petite chaîne assez récente. Bonjour. Alors, vous avez participé dans les années 70 aux Vidéogazettes. C'était ce qu'on peut appeler la première télévision locale du pays. Oui, c'était une télévision qui avait été montée à partir d'une nouvelle règle qui permettait à cet endroit, mais on a été pratiquement les premiers à démarrer, à diffuser des images, alors que normalement c'était réservé au monopole de la radio, diffusion, télévision, qui est une notion qui ne dit pas grand-chose aux moins de 20 ans, quoi. On a une petite archive d'ailleurs qui présente un peu l'esprit de ce projet. Ces cyclistes de Grenoble-Ville Nouvelle que filme une caméra et qui se verront ce soir sur leur écran sont les pionniers de la télévision de demain. Un jour, votre antenne, qui ne peut aujourd'hui capter, et souvent mal, que les 3 chaînes de l'ORTF, sera remplacée par un câble analogue à celui du téléphone, comme au Canada, aux États-Unis et en Belgique, et comme dans les villes nouvelles de Créteil, Cergy-Pontoise et Grenoble. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'il y avait déjà pas mal de vélos dans les rues de Grenoble à l'époque. Oui, effectivement. C'était donc une télévision câblée. Alors, c'était une télévision câblée qui permettait de diffuser d'abord les images des 3 chaînes, enfin des 2,5, puisque la 3 était en cours de lancement, et de diffuser aussi des images fabriquées localement. Donc le centre audiovisuel était organisé autour d'un lieu de production d'images, de fabrication d'images, qui étaient images qui n'étaient pas fabriquées par des professionnels, mais par des gens, par des habitants de la Villeneuve, des jeunes d'abord, parce que c'était un outil au service des écoles primaires et du collège. Donc les gamins étaient initiés à la fabrication d'images avec des professionnels, mais c'est eux qui faisaient les images. Et puis des habitants, à quelques titres que ce soit, qui pouvaient aussi fabriquer des images qui étaient diffusées sur le réseau et donc les téléviseurs des habitants. Là, on voit le studio. Il se trouvait où le... Alors, il se trouvait dans ce qu'est le patio aujourd'hui, c'est-à-dire que le centre de l'Arlequin, de la Villeneuve, et c'était un outil qui avait été financé et l'investissement a été financé de façon interministérielle. C'était un des trucs intéressants de cette époque, c'est-à-dire que participaient la jeunesse et les sports, l'éducation nationale, la ville de Grenoble, et tous ces gens-là s'étaient mis ensemble pour mettre à disposition des habitants un certain nombre d'équipements. Il n'y avait pas que le centre audiovisuel, bien entendu. Il y avait un atelier bois, il y avait un atelier fer, il y avait un atelier pour fabriquer des affiches, il y avait un tas de choses comme ça. Et donc, le Vidéogazette, c'était pas exceptionnel, quoi. C'était quelque chose qui faisait partie d'un ensemble d'équipements mis à disposition des habitants de la Villeneuve. Alors, c'était pas exceptionnel, mais si aujourd'hui, même à l'école, faire de la vidéo, c'est accessible à tous les enfants, dans les années 70, c'était quand même assez novateur. Oui, parce qu'il faut bien voir qu'il n'y a pas de moyens pour fabriquer de la vidéo individuellement, hein. Les caméras vidéo, les prises de vue vidéo amateurs, ça n'existe pas. On a notre Kodak, quoi, à l'époque, hein. J'exagère à peine. Donc, c'est un outil qui permet, alors d'abord aux enfants de démystifier complètement la fabrication d'images. On essayait à travers cette expérience pédagogique de faire en sorte que les enfants aient un regard un peu critique sur les images qu'ils voyaient. Et alors qu'à l'époque, la télé, c'est quand même quelque chose de très neuf et qui est un peu magique, quoi. Or, c'est pas magique, la télé, vous savez bien.
Non, il y a beaucoup. Bon, je ne vais pas dévoiler les coulisses du métier ce soir, mais je pense que les gens ne sont pas dupes non plus de l'évolution de ce média. Au-delà de l'outil pédagogique, on vient de voir quelques images avec les enfants. Il y avait des émissions. Oui, alors il y avait des émissions qui étaient la plupart. Alors, il y avait des reprises d'un certain nombre d'émissions, je dirais de caractère national, hein, des documentaires, par exemple, des choses comme ça qui pouvaient être diffusées. Mais l'essentiel, ou en tout cas ce qui était le plus intéressant pour nous, qui étions les acteurs de cette histoire, c'est de faire parler les gens. Et donc, les grands thèmes de l'époque, je pense par exemple à la législation sur l'IVG, qui, à Grenoble, c'est quand même parti en partie d'une militante grenobloise. Donc ça a eu des échos dans la population, et pas seulement à la Villeneuve. Et je me souviens de débats comme ça, ou sur le Chili, ou sur les grèves à l'IP, voilà. Ce que disait Daniel Populus, qui était l'animateur de tout ça, c'est que l'important, ça n'est pas qu'une information soit locale, mais qu'elle soit localisable. C'est-à-dire que ce soit des gens qu'on connaît qui en parlent. Parler de l'IVG, qui est un problème national, ce qui est important, c'est que ce soit la militante qui se bat pour l'IVG à Grenoble qui en parle. Près de chez nous. Près de chez nous. C'est important. Et on essaye de cultiver ça aussi, nous, en tant que télé locale. Pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de voir le Vidéogazette, parce qu'on disait le Vidéogazette, j'ai fait un petit montage comme ça de quelques émissions pour vous donner un peu le style de l'époque. L'école est un élément capital de la Villeneuve. Un élément qui, vous le savez, est très important pour l'avenir de vos enfants. Mais changer l'école pour qu'elle donne le maximum de chance à tous les enfants pose de nombreux problèmes. Les solutions de ces problèmes, elles ne se trouveront que si les parents se sentent concernés par ces changements. C'est sûr que la Villeneuve n'a pas, pour une grande partie des gens, la Villeneuve c'est quand même une drôle d'affaire. Monsieur Dubedou. Eh bien, en guise de conclusion, je voudrais prendre un petit peu de recul par rapport aux objectifs d'aménagement du territoire, parce que c'est aussi une des dimensions politiques du problème, qui a été tout particulièrement affiché du temps du président Pompidou. Je voudrais quand même un petit peu démystifier le problème des sondages. Je crois qu'il est important qu'on ait effectivement cet indicatif de pénétration dans une population que sont les sondages. Mais je crois qu'il ne faudrait pas être dupe ni de la méthode des sondages, aussi scientifique soit-elle, ni de la politique qu'elles peuvent amener. Parce qu'on sait ce qu'il faut faire pour que les gens regardent la télévision. Et le drame des 3 chaînes nationales, c'est qu'elles sont entièrement liées à une politique de financement, liées à une politique de sondage. Voilà, 50 ans après, les sondages sont toujours autant discutés à la télévision. Ça, c'est marrant. Bon, Pompidou a disparu, l'ORTF aussi. Hubert Dubedou, c'était le maire de l'époque, maire de Grenoble. Et ça, c'était un débat sur le budget, sur la préparation du budget de la ville de Grenoble, qui avait eu lieu donc dans l'espace 600, en présence d'habitants, etc., et qui avait été filmé pour être diffusé le soir même, et d'autres soirs, sur les téléviseurs des habitants. Puisqu'on parle de sondage, vous saviez combien de personnes regardaient cette chaîne à l'époque, l'audience de... Pas du tout. Non. On ne savait pas. Pas beaucoup. Bon, en tout cas, c'était une expérience un peu pionnière. C'est ce qui vous a intéressé, Céline. Vous dirigez la Maison de l'Image qui est toujours installée dans le quartier de la Villeneuve. On peut dire quoi? Vous êtes les héritiers du Vidéogazette? Oui, en fait, la Maison de l'Image est l'héritière du Centre audiovisuel qui, à l'origine, au moment où la Villeneuve s'est créée, c'était Le Centre audiovisuel n'était pas encore une association, c'était une activité des nombreux ateliers qui existaient dans cette maison des habitants, dans lequel on trouvait un atelier bois, on trouvait l'atelier sérigraphie, il y avait le collège, il y avait la bibliothèque, etc. Vous pouvez venir s'initier à la vidéo. Voilà, exactement. Et donc, du coup, le Centre audiovisuel, il est devenu une association quand Carignan a été élu. Et ensuite, le Centre audiovisuel, à l'origine, le Centre audiovisuel portait les activités de Vidéogazette. Et en fait, à un moment donné, quand Vidéogazette s'est arrêté d'exister, donc en 1976, ses missions d'éducation à l'image et aux médias, que ce soit pour les enfants, pour les adultes, etc., ont continué à exister. Et aujourd'hui, ça existe toujours, via la Maison de l'Image.
Alors, vous avez lancé au début du mois une exposition pour rendre hommage au travail des pionniers. On peut la voir encore jusqu'à dimanche à l'ancien musée de peinture, place de Verdun à Grenoble. On retrouve d'ailleurs le matériel d'époque. Oui, alors effectivement, dans cette exposition, on va retrouver certaines caméras, des vieilles caméras. On a encore du matériel de cette époque-là qui marche et qui intéresse beaucoup, par exemple, la Bibliothèque nationale française, qui est partie prenante du projet videogazette.net, c'est-à-dire ce projet qui vise à numériser en fait les bandes de l'époque. Il y en a entre 600 et 700. Cette numérisation va se faire sur 3 ans, et pour ça, les bandes vont être déplacées des archives départementales de l'Isère à la BNF. Et en venant à Grenoble, l'autre jour, ils nous ont dit « Mais attendez, là, vous avez du matériel. Nous, on en cherche tous les jours sur eBay parce que c'est très difficile à trouver de certains types de matériel qui marchent encore. Est-ce que... » Bon, bref. Donc, du coup, on a un partenariat sur ce projet qui est de numériser ces bandes. Pour l'instant, il y en a quelques-unes qui sont numérisées et vous avez pu les voir pour certaines. Images, ouais. Mais l'idée, c'est qu'on numérise l'ensemble du fonds sur 3 ans et qu'en parallèle, on puisse continuer à documenter ces images. Parce que ces images, elles représentent une époque, elles représentent, le côté pionnier des médias participatifs de proximité qui existent aujourd'hui, mais via le net. Donc, ça vient mettre, de la profondeur historique à des pratiques qui sont très actuelles aujourd'hui. Donc, on le fait aussi pour ces raisons-là. Mais en tout cas, ces images représentent une certaine partie de la mémoire du quartier de la Villeneuve. La mémoire audiovisuelle. Donc, à travers ce projet-là, on se retrouve à chercher des photos qui vont documenter et que vous pouvez voir sur l'exposition qui est à la plateforme à l'ancien musée Place de Verdun, des photos qui parlent de la Villeneuve en construction, d'Honoré Parise, des photos qui parlent de Vidéogazette en tant que telle, qui venaient participer à cet atelier. Et puis aussi, à l'exposition qui est à la plateforme, on peut voir des affiches de l'époque qui annonçaient les émissions de Vidéogazette. Et ces affiches étaient faites, évidemment, à l'atelier sérigraphie de la Villeneuve. Alors vous verrez, c'est des couleurs de l'époque, un franc-parler de l'époque, parfois même très subversif. Et donc, du coup, on se retrouve à découvrir une certaine facette de la Villeneuve, si on ne la connaît pas, ou redécouvrir, pour ceux qui ont vécu l'époque, retrouver ces images qui parlent de cette époque tout à fait particulière où effectivement, était à l'œuvre une expérience, parce qu'on parle vraiment d'expérience, une expérience pionnière en matière de amener la vidéo qui venait de naître, en fait. La vidéo venait de naître. Au début, à Vidéogazette, les personnes qui participaient utilisaient une caméra. Mais au début, ils croyaient qu'ils devaient faire du cinéma avec ces caméras. Et ils ont vite compris qu'avec une caméra vidéo, on ne faisait pas la même chose qu'avec une caméra de cinéma. Donc, ils ont tâtonné, et vous voyez bien. Si on regarde ces images, on a des extraits aussi qui sont présentés à la plateforme. Ce sont des images qui montrent une certaine manière de parler qu'aujourd'hui, on ne voit plus du tout, en fait. Qu'on voit plus du tout à la télé, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus le temps de s'étendre pour expliquer les choses, alors qu'à cette époque-là, on pouvait. Et donc, ça donne une certaine facture à ces images, ça les teinte d'une certaine époque, et donc, ça présente un certain intérêt au niveau sociologique aussi. Avant de peut-être les retrouver sur Internet, si vous numérisez tout ça dans les années à venir. Est-ce qu'on pourra tout mettre sur Internet? Peut-être pas tout, parce mais... que c'est une époque, dans les années 70, on ne signait pas d'autorisation quand on faisait des images. Et si aujourd'hui, on voulait toutes les mettre sur Internet, eh ben... oui, mais au bout de 50 ans, il y a prescription. Il faut qu'on aille voir les textes de loi. En fait, c'est YouTube. Aujourd'hui, c'était déjà une forme de... Oui, c'était le YouTube d'il y a 50 ans, ce que vous faisiez, en laissant la possibilité à tout le monde de venir s'exprimer ou faire leur vidéo. Et avec un vocabulaire, une manière de parler devant la caméra qui ressemble beaucoup à ce que YouTube fait aujourd'hui. Très spontané. Nos enfants ont appris à faire YouTube aux vidéogazettes, en fait. Bon, ça s'est arrêté en 76, faute notamment de financement, parce que c'était la ville de Grenoble qui portait le projet. Faute de financement, faute d'extension suffisante du réseau câblé, quoi. Il fallait qu'il y ait quand même un minimum de gens regardant ça pour qu'on puisse continuer à investir dessus. Et là, on a buté sur des difficultés techniques d'extension du réseau. Vous étiez en avance, en fait, parce que maintenant tout est câblé. C'est trop en avance. Ils étaient trop en avance. Il y a eu 30 ans de blackout total jusqu'à ce qu'en 2005, Télé Grenoble
viennent, reprennent le flambeau de la télé locale sur l'agglomération. Bon, dans un autre style, mais bon, c'est l'époque qui veut ça. On va rester dans l'image avec le festival des défis de l'aventure. Odile, vous êtes la directrice de ce festival qui se déroulera à partir de vendredi jusqu'à dimanche au Fontanil, dans la banlieue nord de Grenoble. C'est la 3e édition de l'événement, avec une quinzaine de films cette année en compétition. Tout à fait. Donc, je tiens tout à fait à préciser d'abord que c'est un festival qui a été créé par Monsieur Michel Barbier, président de l'association Caméra Aventure, qui a eu cette idée originale de créer un festival autour de l'aventure vécue. Quand je suis arrivée, il m'a dit « Attention, moi je veux pas de tes films documentaires, la prise de tête, je veux vraiment des films où on voit vraiment que ceux qui participent à ces voyages, ceux qui sont filmés, racontent leur propre histoire. » Donc voilà, c'est un beau rendez-vous. Et ce qu'il a amené aussi comme originalité, c'est ce qu'on me dit souvent, c'est de l'associer avec un salon découverte du monde. Donc, il s'est un peu inspiré, il faut le dire, du Grand Bivouac, mais on cherche à créer une vraie identité locale. Et moi, je me suis un peu engagée sur cette aventure, parce que c'est une vraie aventure, parce que je suis au Fontanil, je suis du Fontanil, et que j'ai eu la chance de participer à différents films d'aventure ou documentaires d'aventure en tant que chef opératrice son. J'ai fait mes premiers pas avec Christian Gaume, qui est à mes côtés. On a participé, on a été justement, c'est très grenoblois, pour la plupart des gens qui travaillent maintenant sur des grandes émissions, qui ont travaillé sur des grandes émissions comme Ushuaïa, Rendez-vous en terre inconnue, comme Christian ou Thalassa, ont été formés autour de la Maison du Cinéma. Alors là, on voit des images de l'édition 2017. Les protagonistes de ces films, alors ils ont vécu leurs aventures, ils vont venir aussi les raconter au public. Tout à fait. Un des critères de sélection des films, c'est que les réalisateurs ou les réalisatrices s'engagent à être présents. Parce qu'on veut vraiment créer un rendez-vous autour du thème de l'aventure. Et pour cela, il faut que les réalisateurs soient présents pour présenter leurs films et surtout rencontrer le public. Alors, c'est pas facile de se faire une place en ce moment dans les festivals du film. Il y a eu les rencontres Ciné-Montagne au mois de novembre qui ont attiré pratiquement 20 000 personnes au Palais des Sports. Il y aura début décembre le Festival d'Autran qui fête sa 34e édition, donc est bien installé. Comment vous vous positionnez? Quel créneau vous prenez? C'est justement un défi dans le défi. C'est que ce que j'ai à cœur, moi, d'essayer de créer, c'est qu'on soit justement partenaire et non pas, je dirais, concurrent. Oui, merci. Et l'idée, justement, c'est de rester sur la thématique de l'aventure vécue. Et on ne sélectionne pas de films qui sont en lien avec la montagne. À chaque fois qu'on a reçu des films qui traitaient vraiment de sujets en lien avec la montagne ou l'univers de la montagne, j'invitais les réalisateurs à se rapprocher des 2 festivals qui sont un peu nos grands frères, qui sont nos grands frères. Et j'espère que dans le futur, on arrivera à travailler les uns à côté des autres. Ce qui donne d'ailleurs une diversité à votre programmation. On peut par exemple aller faire de la highline à La Réunion. C'est le film Bartas dont on voit des images. On peut suivre des jeunes de banlieue en montagne, en Himalaya. Mais là, il y a un projet social derrière cette aventure. Ou faire du fat bike, c'est des gros vélos sur les plages du Congo. Christian, c'est pas facile. Vous faites partie du jury cette année de juger une telle diversité de films. Moi, ce qui est très, très intéressant pour moi, qui vient d'un milieu très professionnel, puisque j'ai fait 25 ans d'Ushuaïa et maintenant depuis 10 ans Rendez-vous en terre inconnue, c'est justement d'avoir ce regard sur des films qui sont tournés par des amateurs, des gens dont c'est pas vraiment le métier. Et c'est très amusant, j'attends ça avec impatience, en fait, de voir ce que font les gens qui ne sont pas des professionnels de la caméra, de l'image ou du son, et de voir quel est leur propre regard sur leurs expériences. Je pense que ça va être passionnant, oui. On peut composer son programme à la carte, Odile. Chaque film est projeté de façon autonome. Tout à fait. On choisit les séances qu'on veut. Donc, il y a 15 films en compétition qu'on peut réserver en ligne. Et sinon, il y a 2 thématiques parallèles qui sont hors compétition, les défis au féminin, avec 5 séances qui présentent plusieurs films, et notre région a du talent. Parce qu'une des choses qu'on veut développer, justement, c'est de permettre aux amateurs ou des gens qui ont moins les moyens d'avoir des films qui seront produits par des grosses productions, de pouvoir quand même projeter leurs films. Alors, le programme complet de toutes ces projections est sur le site internet du festival. Il va s'afficher.
Christian, au-delà de votre rôle de jury pendant 3 jours à Grenoble, vous êtes un réalisateur qui a baroudé un petit peu partout. Vous avez travaillé longtemps avec Nicolas Hulot sur le célèbre Ushuaïa. Et depuis une dizaine d'années, vous travaillez sur une émission non moins célèbre, Rendez-vous en terre inconnue. C'est une sorte d'ovni qui est apparu dans le paysage audiovisuel français et puis qui a vraiment fait sa place. C'est devenu une émission phare de France Télévisions. Comment vous êtes retrouvé embarqué dans ce projet ? Pour une raison simple, c'est ce que disait Odile tout à l'heure, c'est qu'on est tous les deux originaires de Grenoble. Et ce qui nous a unis au départ, c'est la Maison du Cinéma. Moi, j'ai fait une école de cinéma à Paris il y a une trentaine d'années quand même maintenant. Et en fait, mes premiers stages, je les ai faits à la Maison du Cinéma de Grenoble, qui était animée par Jean-Pierre Bailly à l'époque, qui est devenu un grand producteur parisien qui produit maintenant des longs métrages, de gros documentaires, etc. Et on a tous démarré ensemble. On a fait nos premiers films. Je me souviens des petits films d'aventure. On a fait un film des trucs assez délirants, de kayak sur neige. Indiana Jones sur la dent de crawl. Si vous avez les archives, je suis preneur dessus. Oui, c'est ça. Voilà. Donc on était toute une équipe en fait de techniciens grenoblois. Et grâce à nos qualités, en fait, sûrement de montagnards, on avait tous déjà vécu pas mal d'expériences de voyage et qu'on avait fait des écoles de cinéma suffisamment performantes pour entrer dans d'autres émissions comme Ushuaïa, des choses comme ça. Alors, Rendez-vous en terre inconnue, on va voir quelques images, je crois que beaucoup de téléspectateurs connaissent. Pour rappeler rapidement le concept. Le concept, il est assez simple. L'idée, c'est qu'on a tous vu des documentaires sur différentes populations, etc. Et l'idée de Frédéric Lopez, qui était vraiment une idée originale, c'est vraiment un concept qui ne s'était encore jamais vu à la télévision, c'était d'emmener une personnalité que tout le monde connaît. Et tout d'un coup, dans son regard, on va pouvoir s'identifier et on va vivre l'aventure avec elle. Alors que dans les documentaires, souvent classiques, on peut être totalement détaché de ce qui se passe. Et là, chaque téléspectateur va se dire comment est-ce que moi je réagirais à la même situation ? Comment je ferais si je devais manger ça, si je devais dormir là, si je devais grimper cette montagne, etc. Et je pense que c'est ce qu'on a fait. Enfin, c'est ce que Frédéric Lopez a inventé, ce qu'on fait maintenant avec relativement de succès, c'est qu'on invite les gens dans la maison de gens du bout du monde. On les invite à partager des émotions, des découvertes de paysages, de personnages qu'on n'aurait pas si on faisait un documentaire classique. Ouais, ça donne des situations très, très particulières. Alors vous vivez, l'équipe technique, au même rythme dans ces terrains inconnus. Comment vous gérez ça ? On ne le voit pas ça dans l'émission, mais... Non, on le voit, mais on en parle en fait dans les plateaux qui suivent chaque diffusion de films. C'est-à-dire que nous, on essaye de se mettre suffisamment à l'écart pour ne pas gêner les gens qui vivent dans les villages. Souvent, les villages sont étroits, dans des endroits un peu escarpés. Donc, il faut qu'on soit caché. Donc, nous, souvent, quand Frédéric Lopez est l'invité d'homme dans une maison en dur, nous, on dort sous la tente juste à côté, ce qui peut des fois être un peu sévère comme traitement. Et l'idée, c'est ça, c'est que nous, notre idée, c'est de se fondre le mieux possible au sein de la population. C'est-à-dire que moi, j'arrive à l'avance avec mon assistant et puis Franck Desplan, qui est le rédacteur en chef de l'émission. Et on essaye d'habituer les gens à la caméra, un peu à la technique, etc. Et ce qu'on constate, c'est qu'au bout de 3 jours, en fait, les gens ont complètement oublié la technique, ils ont complètement oublié la caméra. Alors vous en avez fait une vingtaine en 10 ans. C'est pas un rythme habituel en télé. Ça prend du temps, notamment d'aller trouver ces terrains inconnus. Il en reste encore aujourd'hui pour continuer la série, des endroits que vous n'avez pas visités ? Bien sûr, il en reste évidemment. Alors, ils sont de plus en plus difficiles. Il faut aller de plus en plus loin et dans des régions vraiment reculées. Mais en 10 ans, on a vécu tellement de choses formidables. On a vraiment envie de continuer, on a envie de recommencer. Dès qu'on s'arrête, en fait, on a envie de faire un nouveau film. Il y a Kev Adams, qui est l'invité de la prochaine émission. Tout à fait. Il est parti en Éthiopie il y a quelques mois. Et c'est lui qui sera la vedette du prochain film qui sera diffusé sur France 2. Vous partez pour la prochaine, c'est déjà défini ou pas ? Moi, je sais déjà où je pars pour la prochaine. Oui. Mais ça reste secret. Évidemment, ça reste une terre inconnue. Bon, comme vous êtes grenoblois, vous viendrez nous en parler quand elle sera tournée et diffusée. Le voyage en terre inconnue, Odile, il peut se faire aussi dans l'autre sens. Un des films présentés cette année raconte l'histoire d'un chef papou qui découvre notre monde moderne. Là aussi, c'est un grenoblois qui est à la manœuvre, Marc Dosier, le réalisateur. Tout à fait. Donc, on a eu la chance de découvrir que Marc était vraiment un de nos voisins. Et je ne sais pas si vous l'avez discerné dans notre programmation, on est quand même ouvert sur le monde, mais ancré dans ce qui se passe autour du monde, et notamment en lien avec les problèmes écologiques de notre époque. Et là, c'est le réchauffement climatique. Et donc voilà, le fait de pouvoir accueillir le chef papou qui vient
de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, Mundiaï Kepanga, c'est un plus parce ça va pouvoir incarner le fait que, comme vous le disiez tout à l'heure, avec Rendez-vous en terre inconnue, on se déplace vers des terres lointaines. Et là, c'est quelqu'un qui fait le voyage vers nous pour nous parler de ce qu'il vit dans sa communauté. C'est ça qui était intéressant. Et il sera ce samedi à 20h pour la projection au Fontanier. Et il sera à 17h au salon pour rencontrer les gens. Très bien. Est-ce que vous savez, Thierry, comment Frédéric Lopez a commencé sa carrière ? Je crois qu'il a commencé sa carrière à Lyon Métropole. Eh oui, c'était pas la Vidéo Gazette, mais chez nos confrères de TLM, la chaîne locale de Lyon 92. On le voit là sur ces images. Il animait un talk show un peu comme celui de Télé Grenoble tous les jours sur TLM. Voilà, il est témoin baroudeur là. Hein. C'était un peu jeune premier de la classe. Voilà, ça c'était pour le petit clin d'œil. Vous lui filerez les images. Je ne sais pas s'il les a dans sa collection, mais puisqu'on était dans les archives au début de cette émission, on termine avec celle-ci. Merci en tout cas à tous les 4 d'être venus. Bonne continuation dans vos différents projets. J'attends le Indiana Jones à la dent de crawl et puis j'attends également toutes les émissions des années 70 une fois que vous les aurez numérisées. Nous, on se retrouve demain pour d'autres aventures. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous a présenté Si on parlait.